L'invasion de l'Ukraine tourne mal pour la Russie. C'est évident du fait que cela continue encore, alors que Vladimir Poutine pensait que tout serait réglé en quelques jours. La résistance ukrainienne a affaibli la Russie. Mais au moins, Poutine pouvait se rassurer en affrontant un ennemi hors de la Russie. Ce n'est plus le cas. Les Ukrainiens ne sont pas les seuls combattants dont le dirigeant russe doit se préoccuper. Il y a des partisans à l'intérieur même de la Russie, et ils sont très actifs. Poutine a été trahi par des Russes qui ont paralysé la machine de guerre du Kremlin. Ces Russes forment la Légion de la liberté de la Russie, active depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Nous détaillerons ce groupe et ses actions plus tard. Pour l'instant, il suffit de savoir que la Légion de la liberté de la Russie s'oppose si fermement au régime de Poutine qu'elle est prête à combattre pour l'Ukraine pour le renverser. C'est précisément ce que le groupe a fait début novembre, comme le rapporte le Kiev Post. Le 6 novembre, le média a publié un article expliquant cela. La Légion de la liberté de Russie vient tout juste de mener une vague d'attaques à travers la Russie, toutes visant les locomotives russes. Les lignes de chemin de fer russes sont les artères qui sillonnent le pays et permettent à Poutine de mener sa guerre. Les locomotives nationales sont essentielles, et des dizaines brûlent désormais à cause de sabotages visant les trains d'armes et de munitions envoyés de Russie en Ukraine. La Légion de la liberté de Russie et la direction principale du renseignement ukrainien ont confirmé ces attaques. Cette dernière, en élevant la voix, laisse entendre que la direction principale du renseignement travaille aux côtés du mouvement partisan opérant à l'intérieur de la Russie. Peut-être en lui indiquant les cibles à frapper pour maximiser les dégâts à la machine de guerre russe. C'est bien sûr une supposition. Mais ce qui n'est pas spéculatif, c'est que la Légion a réussi une opération de sabotage spectaculaire juste sous le nez de Poutine. La direction principale du renseignement fournit certains détails dans un message Telegram qui confirme le succès des attaques. Le mouvement de résistance. Liberté pour la Russie a mené plusieurs opérations réussies contre l'infrastructure logistique du Kremlin. La direction principale du renseignement a rapporté cela, avant de confirmer comment le mouvement a réussi à mener ses attaques. Il n'y avait ni missiles, ni autres armes de guerre complexes impliquées. Tout ce dont Liberté pour la Russie avait besoin, c'était de quelques liquides inflammables et d'allumettes. Les cocktails Molotov des partisans ont incendié les systèmes de contrôle et d'alimentation de dizaines de véhicules transportant des cargaisons militaires. La direction principale du renseignement précise. Cette déclaration révèle que la Légion Liberté pour la Russie s'est approchée des trains. Elle sabotait. Cela veut dire que des membres du groupe agissant sur les voies ferrées russes ou ciblent les trains essentiels au Kremlin pour la guerre, sont si exposés que des personnes non autorisées peuvent s'y introduire. Deuxièmement, la direction principale du renseignement est clairement en contact avec le mouvement de résistance russe. Ces derniers mois, en particulier, l'Ukraine a mené plusieurs frappes à l'intérieur de la Russie, visant à paralyser les lignes d'approvisionnement de Poutine. La majorité de ces frappes ont visé les raffineries et l'énergie russe, la dernière étant survenue le jour où la direction principale du renseignement a confirmé les attaques contre les trains. Avec ces sabotages, l'Ukraine élargit désormais son champ d'action grâce aux partisans, pour frapper les véhicules qui livrent le pétrole et l'équipement crucial à travers la Russie et jusqu'aux lignes de front. Ce n'était pas une attaque aléatoire, mais une opération coordonnée. L'Ukraine savait ce qui se passait bien avant que Poutine et ses acolytes ne découvrent que des dizaines de leurs trains brûlés. L'histoire serait incomplète sans une déclaration du mouvement. La Légion Liberté de la Russie se félicite de son attaque. Elle s'est également rendue sur Telegram pour confirmer son opération de sabotage. Pour Poutine, peu importe son opinion sur le soutien russe à son opération illégale, il se trompe. De nombreux Russes s'opposent à lui et sont prêts à risquer leur vie pour soutenir l'Ukraine. Tandis que ceux dont tout est déjà décidé restent passifs sur leur canapé. La Légion a déclaré dans un communiqué « Nous passons à l'action et atteignons un nouveau niveau ». Cela vise sans doute d'autres Russes, n'approuvant pas Poutine, mais trop effrayés pour lui résister. Nous avons détruit des dizaines de locomotives transportant armes, munitions et matériel au front. La Légion a fini son message sur Telegram en avertissant Poutine. Sa résistance se renforce et s'étend dans tout le pays. La racaille de Poutine vivra dans la peur et oubliera la sécurité. Nulle part en Russie n'est à l'abri de ce mouvement. Poutine ne peut rien faire, car le Kremlin ignore qui sont ces personnes et où elles agissent. En Russie, les anonymes se révoltent contre leurs dirigeants. Ils participent à des opérations soutenant la stratégie ukrainienne pour affaiblir la Russie de l'intérieur. Le Kremlin doit s'employer à donner une image positive à la situation. Habituellement, la Russie nierait sans cesse ou prétendrait que les locomotives perdues étaient vouées à la destruction.
Elle ne peut pas cette fois-ci, car il existe des images de l'opération de la Légion pour la liberté de la Russie. Diffusée par le Kiev indépendant, la vidéo d'1 minute montre que le sabotage de la Légion était un effort populaire. Les premières secondes sont filmées du point de vue de certains partisans du groupe, qui enregistrent leur vision du liquide inflammable qu'ils versent à l'intérieur des trains qu'ils ciblent. Ensuite, nous voyons les résultats. Train après train, de l'essence brûle, des cocktails Molotov sont lancés. Chaque train paraît sans surveillance et vulnérable, une grande faille de sécurité pour un pays dépendant du rail. Cela semble presque trop facile. Il est plus probable que la direction principale du renseignement et la Légion de la liberté de Russie aient passé des semaines ou des mois à cibler des trains précis, accessibles et utilisés par la Russie pour acheminer armes et munitions vers l'Ukraine. La vidéo enchaîne les sabotages si vite qu'on peine à compter les trains touchés par la Légion de la liberté de Russie en pleine nuit. Heureusement, nous n'avons pas besoin de nous fier uniquement aux images pour en savoir plus. Le rapport du Kyiv Post fournit une analyse complète de chaque lieu où la Légion a frappé. Cela prouve que l'opération concernait toute la Russie. Comme le dit la Légion, elle grandit tellement que le Kremlin ne peut plus la contenir. La liste s'allonge sans cesse. La Légion a attaqué près de Moscou et détruit un train à Arkhangelskoye. Samara a subi plusieurs attaques, tandis que des trains ont été sabotés à Syzran, Toliati, Bezenchuk et Kinalchikarsky. En République des Komis, des rebelles ont détruit un train à Syktyvkar. À Kemerovo, un train de Novokuznetsk a été envoyé vers les grandes voies du ciel. Sverdlovsk et Samara figurent parmi les régions les plus touchées, tandis que la Légion Liberté de la Russie a détruit des trains à Bilimbey, Bogdanovitch, Povorovsk et Nijni Tagil. Et ce n'est pas tout. Le groupe partisan est assez intelligent pour comprendre que ses membres russes peuvent opérer aussi librement dans les régions occupées d'Ukraine qu'en Russie même. Les membres ont tiré parti de cela en incendiant des trains à Donetsk et Kherson, montrant à Poutine que ses forces ne sont pas à l'abri du peuple sur le territoire volé à l'Ukraine. C'était une opération massive. La Légion pour la liberté de la Russie poursuivait aussi le travail mené par le mouvement partisan ukrainien Artesh. Comme le rapporte le Kiev Post, Artesh a été impliqué dans plusieurs sabotages ferroviaires similaires à travers la Russie. Encore une fois, l'objectif est de perturber l'acheminement du matériel vers les lignes de front de la guerre en Ukraine. Lors de sa dernière attaque, le groupe a détruit une voie ferrée dans la République de Tchouvachy, ce qui a forcé l'arrêt temporaire d'un train militaire. Il a aussi ciblé des trains et des voies serrées à Rostov et Yekaterinbourg. Plus tôt, nous avons dit que la direction principale du renseignement, évoquant les attaques de la Légion Liberté de la Russie, suggérait une coordination. Les sabotages d'Artesh montrent une coordination plus profonde qu'il n'y paraît. Deux groupes de partisans mènent des actions ciblées contre les voies ferrées russes, causant un maximum de dégâts à la logistique militaire de Poutine. Ce ne sont pas des attaques aléatoires, mais des opérations militaires menées par des groupes ayant une mission claire, couper les lignes d'approvisionnement de la Russie. Et ils réussissent. Vous ne serez pas surpris en découvrant la Légion pour la liberté de la Russie. Retour en juin 2023. Reuters a rédigé un portrait de la Légion après qu'elle a mené une série d'attaques dans la région russe de Belgorod au nom de l'Ukraine. La Légion aurait été créée au printemps 2022. Et il cite le groupe, affirmant qu'il a été créé par le désir de Russes de combattre dans les rangs des forces armées ukrainiennes contre la bande armée de Poutine. Les membres de la Légion combattraient dans l'armée ukrainienne si possible. Ne pouvant rejoindre l'armée ukrainienne, ils collaborent avec l'Ukraine depuis la Russie, en fournissant des renseignements et des contacts pour le sabotage. Le groupe déclare agir sous les ordres de l'Ukraine, confirmant ainsi l'implication du direction principale du renseignement dans les événements de début novembre. Modern Insurgent précise que le groupe est principalement formé d'immigrés et d'ex-militaires russes. Il y a donc de l'expérience qui circule au sein du groupe, ainsi qu'une cause. Il précise que la Légion pour la liberté de la Russie fait officiellement partie de la Légion internationale de défense territoriale de l'Ukraine. Nous ignorons encore la taille réelle de la Légion. À sa création, le groupe comptait environ 100 membres, tous des soldats russes, ayant déserté pour rejoindre l'Ukraine. Aujourd'hui, le groupe compte sans doute des milliers de membres. Il serait nécessaire pour réussir les nombreuses opérations de sabotage de locomotives en Russie, que lui et la direction principale du renseignement viennent de dévoiler. Modern Insurgent donne des estimations. Quelques mois après sa création, la Légion dit avoir reçu 300 candidatures en une journée. Aucune estimation précise des effectifs actuels de la Légion n'a été publiée. La ressource estime que le groupe compte entre 500 et 2000 membres actifs dans les combats, avec possiblement bien plus œuvrant discrètement. Cette estimation exclut les membres de la Légion opérant en Ukraine. Il est évident qu'ils sont nombreux,
vu les attaques dites contre des trains à Kherson et Donetsk en novembre. C'est une organisation obscure, un groupe que Poutine ne voit ni ne comprend vraiment. La seule chose dont le dirigeant russe est certain, c'est que la Légion pour la liberté de la Russie a trahi tout ce que Poutine représente. L'identité de ses membres, inconnue, pose un vrai problème à Poutine. Comment arrêter un groupe qui sait si bien se cacher dans l'ombre, attendant le bon moment pour frapper? On ne peut pas. Et cela signifie qu'une grande partie des autres infrastructures cruciales pour l'effort de guerre russe reste toujours en danger. Revenons aux locomotives russes en feu. La Russie sera furieuse d'avoir perdu ses trains pour 2 raisons. Elle fait déjà face à une pénurie de locomotives, et la Russie dépend entièrement de ses trains pour presque tout ce que le pays transporte. La Russie connaît une pénurie de locomotives et une baisse du fret depuis fin 2023, selon le Kiev Post, en raison des sanctions occidentales. Les restrictions occidentales limitent les achats des entreprises russes à l'étranger, entraînant une pénurie de composants nécessaires à l'entretien et aux réparations. Selon le média, les chemins de fer russes rencontrent ce problème depuis 2 ans, ce qui a fortement allongé les délais de réparation. L'entreprise gère près de 20 000 trains par 2 sociétés. Lokotech gère les 3/4 du parc ferroviaire des chemins de fer russes, le reste étant exploité par STM Service. Les 2 sociétés ont du mal à obtenir des lubrifiants, roulements et composants électroniques à cause des sanctions, la pénurie de personnel, liée à la mobilisation aggravant la situation, selon Kiev Post. Il semble que les plus grandes compagnies ferroviaires de Russie étaient déjà en difficulté à cause des sanctions et du manque de main-d'œuvre. Voir leurs trains brûlés et irréparables ne ferait qu'aggraver une situation déjà mauvaise. La Novaya Gazeta a révélé toute l'ampleur des problèmes ferroviaires de la Russie dans un article de juillet, affirmant qu'il existe une grave dysfonction au sein du système ferroviaire russe. Elle précise que, durant la première année de l'invasion de l'Ukraine, le transport ferroviaire de plusieurs marchandises clés, dont les matières premières, s'est effondré à cause des sanctions occidentales. En 2022, le transport de marchandises sur le réseau ferroviaire russe a baissé de 4%. Après s'être stabilisé en 2023, il a chuté de 4% en 2024 et suit la même tendance en 2025. En juillet, les expéditions ferroviaires russes diminuaient depuis 20 mois, perturbant les opérations intérieures et de guerre. Il y a aussi de nombreux problèmes d'équipage. À la mi-2025, les chemins de fer russes faisaient face à un manque de 3000 équipes de locomotives et 2500 ingénieurs. Environ 200 trains de son parc restent tout simplement inutilisables. L'entreprise dispose toujours d'un surplus de wagons, des centaines de milliers en fait, mais 30 000 de ces wagons restent désormais inutilisés sur le réseau ferroviaire de la société. Et d'autres pourraient s'y ajouter maintenant que la Légion pour la liberté de la Russie a détruit tant de locomotives qui tirent de ces wagons. Certains diraient même que la Légion a aidé la principale compagnie ferroviaire de Russie. Elle a éliminé des trains difficiles à utiliser pour les chemins de fer russes. Le but de tout cela, c'est que le réseau ferroviaire russe est en difficulté. Pour se redresser, il faut investir massivement dans locomotives, personnel et infrastructures. Ce besoin d'investissement augmente quand la Légion Liberté de la Russie et Artech détruisent ce dont la Russie a le plus besoin. Ceci explique aussi pourquoi la Russie est si furieuse après le succès de la Légion Liberté de la Russie. La Russie dépend fortement de ses chemins de fer, sans doute plus qu'on ne le pense. Le réseau ferroviaire est tout dans le monde de la logistique russe. Comme l'a souligné Kaspar Soukan, dans une analyse du réseau ferroviaire russe en décembre 2024, il a qualifié ce réseau de léviathan de fer. Il a souligné que la Russie gère environ 122 000 km, 75 800 miles de voies ferrées. Ce réseau assure le transport de 90% des marchandises russes. On ne saurait trop insister sur l'importance de l'infrastructure ferroviaire pour l'effort de guerre du Kremlin. Selon Soukan, les forces russes dépendent totalement du réseau pour déplacer troupes et matériel. Poutine a misé gros sur le rail russe. La Légion Liberté de la Russie vient d'en briser une grande partie. Le léviathan de fer russe, bien que massif, reste très vulnérable au sabotage et aux frappes aériennes. Nous avons mentionné plus tôt qu'il semble étrange que personne n'ait été disponible pour empêcher la Légion Liberté de la Russie, les saboteurs, de mener à bien leur mission. Cela s'explique en partie par la pénurie de personnel mentionnée plus tôt. Cependant, l'immensité de la Russie et de son réseau ferroviaire ont sans doute aussi joué un rôle. La taille de la Russie complique les campagnes de bombardement en Ukraine. Selon l'Atlantic Council, en septembre,
Ce qui était autrefois le plus grand atout du pays, surtout à l'époque où les pays qui tentaient d'envahir la Russie par voie terrestre devaient traverser littéralement des millions de kilomètres carrés pour prendre du territoire, est désormais devenu l'une de ses plus grandes faiblesses. Lors des campagnes aériennes en Ukraine, la Russie a clairement montré son incapacité à défendre la majeure partie de son espace aérien. Il en est de même pour les 75 800 miles carrés de voies ferrées à entretenir dans le pays. C'est beaucoup de kilomètres à défendre pour un pays ayant perdu plus de 114 millions d'habitants. L'Ukraine compte des centaines de milliers de combattants supplémentaires dans le pays et fait face à une crise qui voit sa population diminuer rapidement. Des failles émergent dans une défense déjà incomplète. L'Ukraine exploite ces failles grâce à des groupes de partisans comme la Légion Liberté de Russie. À tout cela s'ajoute le fait que Poutine est désormais obligé de gérer une guerre qui se déroule à l'intérieur de son propre pays. La Légion Liberté de Russie compte parmi les groupes anti-Poutine les plus actifs en Russie, selon Euromaidan Press. Cependant, ce n'est pas le seul groupe auquel Poutine a dû faire face. Il y a déjà eu des rébellions auparavant, notamment en 2023. Les mercenaires de Wagner se sont rebellés, ont pris Rostov-sur-le-Don et s'apprêtèrent à marcher sur Moscou avant que la révolte ne soit écrasée. Cette insurrection a été l'un des principaux actes de dissidence contre la direction de Poutine, surtout depuis la guerre en Ukraine. Les rebelles russes sont désormais clandestins et luttent dans l'ombre. Newsweek indique que la Légion Liberté de la Russie est soutenue par le corps des volontaires russes, le bataillon sibérien et l'Artèche. Poutine fait déjà face à l'armée ukrainienne. C'est bien loin de l'effondrement total qu'il s'attendait à voir il y a des années. Avec ces groupes qui l'attaquent de l'intérieur de la Russie, la paranoïa de Poutine ne peut qu'augmenter. Ce ne sont que les groupes qui luttent activement contre le président russe. Combien d'autres dans le pays s'opposent à Poutine et à l'invasion de l'Ukraine ? C'est une question à laquelle Poutine ne recevra peut-être jamais de réponse précise, et cela ne fera qu'alimenter sa paranoïa. Bien qu'elle soit toujours empêtrée dans une guerre d'usure avec l'Ukraine qui ne montre aucun signe de fin prochaine, la Russie ne peut pas s'en empêcher. La haine de Vladimir Poutine envers l'OTAN et l'expansion de l'Alliance de défense collective signifient qu'il essaie de partager son attention entre l'Ukraine et le reste de l'Europe alignée sur l'OTAN. Maintenant, il pousse encore plus loin son désir de détruire l'OTAN. Le pays le plus récent à entrer dans la ligne de mire de Vladimir Poutine est la Belgique, qui fait partie de l'alliance de l'OTAN depuis 1949. La Russie fait quelque chose de sinistre dans le ciel belge, et cela met la Belgique ainsi que le reste de l'OTAN sur les nerfs. Depuis le début du mois de novembre, la Russie aurait envoyé des drones dans l'espace aérien belge. Le 3 novembre, la British Broadcasting Corporation a rapporté la 3e incursion en autant de jours, signalant que des drones ont été vus près d'une base militaire belge proche de la frontière avec les Pays-Bas. À l'époque, le ministre de la Défense belge, Theo Franken, est resté évasif lorsqu'on lui a demandé qui pourrait être à l'origine de ces incursions. « J'ai des idées, mais je vais rester prudent », a-t-il déclaré. L'opération de drone, qui a duré 3 jours, a été si professionnelle qu'elle ne laisse qu'une seule explication probable. La Russie. En plus des drones aperçus près de la base de Kleinbrogel, la British Broadcasting Corporation indique que d'autres véhicules aériens sans pilote ont également été repérés sur les bases aériennes militaires de Leopoldsberg et Marchand-Fermin, en Belgique. Des drones ont aussi été vus près de plusieurs aéroports belges. Ce n'est clairement pas un amateur trop enthousiaste ayant accidentellement lâché un drone. Ces drones rôdent près des bases militaires et aéroports, pour une raison précise. Quiconque les contrôle essaie de provoquer autant de perturbations que possible, et peut-être d'apprendre quelques secrets au passage. Les incursions de drones se poursuivent. Pendant le tournage, nous avons appris que des aéroports belges avaient suspendu les vols à cause de drones à proximité. Les aéroports de Bruxelles et de Liège ont brièvement fermé le 6 novembre, selon le Brussels Times, mais les vols ont depuis repris. C'est un incident de plus à ajouter à une liste d'intrusions de drones qui s'étend sur une semaine et qui nous montre que rien de tout cela n'est accidentel. Les traces de Poutine sont partout dans cette affaire, même si Franken ne l'a pas dit le 3 novembre. Franken affirmait alors que les incursions à Kleinbrogel présentaient toutes les caractéristiques d'une opération d'espionnage aérien. Euronews indique que le ministre belge de la Défense a dit que les drones sont arrivés en 2 vagues. La première vague comprenait de petits drones pour tester les fréquences radio utilisées par les services de sécurité belges. La seconde concernait de plus grands drones utilisés pour déstabiliser la zone et la population. Après avoir révélé ces informations, Franken a refusé de dire qui il juge responsable. Mais il a renforcé l'accusation que ces incursions relèvent d'une opération russe. Les brouilleurs belges n'ont pas stoppé les drones,
Ils ont testé notre fréquence radio et l'ont changée, donc le brouilleur n'a pas marché. Ils ont leur propre fréquence. Un amateur ne sait pas faire ça, a déclaré Franken. Le ministre belge de la Défense n'a sans doute pas voulu pointer du doigt, mais ce n'était pas nécessaire le 3 novembre. 2 jours plus tard, le média belge Vlaams Radio, en télévision groupe Organisatie, a rapporté que le service de sécurité belge croit ce que nous soupçonnons tous être vrai. La Russie est très probablement derrière tout ce que le média affirme, et il existe déjà de nombreuses preuves pour étayer cette opinion. Selon Franken, les opérateurs de drones amateurs ignorent comment contrer le brouillage des signaux. Vlaams Radio, en télévision groupe Organisatie, précise que la plupart des récentes incursions de drones se produisent la nuit, nécessitant expérience et compétences techniques pour voler dans l'obscurité. Un amateur aurait pu faire voler son drone la nuit, mais pas plusieurs fois par jour sur plusieurs jours. C'est au mieux invraisemblable. Et la Belgique le sait. Vlaams Radio en télévision groupe Organisatie ajoute que les incursions de drones ressemblent fortement aux attaques de drones lancées contre le Danemark en octobre. Là-bas, il paraissait que les appareils venaient d'un navire de la flotte fantôme russe. En théorie, les drones sont contrôlables jusqu'à 150 à 200 km. Ce qui signifie que les opérateurs ne sont pas nécessairement situés sur le territoire belge, note le média. La Vlaams Radio en télévision groupe Organisatie souligne que la hausse des incidents de drones en Belgique en 2025 par rapport à l'année précédente en est une preuve supplémentaire. En 2024, la Belgique a recensé 30 000 incidents de drones, mais seuls 2 ont contraint des avions à changer de piste. La perturbation était minime, mais cette année la situation s'aggrave. En quelques jours, 4 aéroports civils ont temporairement fermé. L'aéroport de Bruxelles, et Liège mardi soir, Ostende vendredi et Durna samedi. C'est trop pour être une simple coïncidence. La Russie doit être derrière. Mais, comme c'est souvent le cas avec la Russie, toute suggestion selon laquelle elle pourrait être derrière ces incursions en Belgique a été niée. Selon l'agence TASS le 6 novembre, l'ambassade de Russie a affirmé que Poutine et ses proches ne faisaient rien. La Russie nie tout lien avec les drones dans l'espace aérien belge et affirme n'avoir aucun intérêt à en lancer, selon un porte-parole de l'ambassade à la Vlaams Radio, en télévision groupe Organisatie. L'ambassade a aussi affirmé que la Russie n'est pas liée aux récentes incursions de drones dans des pays comme la Pologne. La Russie évoque un simple hasard et estime que l'OTAN s'inquiète inutilement, selon le communiqué de l'ambassade. La seule démarche appropriée dans de tels cas ne devrait pas consister à attiser les tensions ou à pratiquer la diplomatie du mégaphone, mais plutôt à établir des contacts et une coopération entre les agences concernées. La Russie affirme qu'elle était prête à le faire, et elle sous-entend que l'OTAN ne l'est pas. Malgré les dénégations de la Russie, les preuves de son implication s'accumulent. La question que la Russie refuse d'aborder reste simple. Si ce n'est pas la Russie, qui alors? La Belgique est presque entièrement entourée par l'OTAN, l'Union européenne ou leurs alliés. Il paraît très improbable que l'un d'eux veuille perturber la Belgique aussi fréquemment et régulièrement. Il n'y a qu'un seul pays qui soit assez proche de la Belgique, qui ait une rancune contre les pays alignés sur l'OTAN, et qui possède l'expertise en drone pour réussir tout cela. C'est la Russie, prétendument. Bien que la Belgique ne l'ait pas encore annoncé, UUR News indique qu'elle et l'OTAN sont en alerte maximale. Le média indique que l'OTAN avait averti la Russie fin septembre, après plusieurs incursions aériennes dans son espace. Les dirigeants européens s'interrogent également sur le niveau de préparation de l'OTAN, en tant que collectif, pour faire face aux menaces de drones russes. Poutine tente de diviser les membres de l'OTAN, mais cela provoque l'effet inverse. Dans sa déclaration de septembre, l'OTAN a affirmé que la Russie ne devait avoir aucun doute. L'OTAN et ses alliés utiliseront tous les moyens nécessaires, selon le droit international, pour se défendre et dissuader toute menace, un des messages les plus clairs de l'organisation. Le refus de la Belgique d'accuser la Russie pour les récentes incursions de drones n'empêche pas le pays d'agir face à la situation. Le 6 novembre, le Guardian a rapporté que le Conseil national de sécurité belge préparait une réunion d'urgence. Nous ignorons encore les résultats de cette réunion, mais sa tenue en est déjà la preuve. La Belgique considère ces drones comme un problème d'importance nationale. On peut supposer que le Conseil discutera de sujets tels que la manière de gérer les drones et la question de savoir s'il faut rendre l'affaire publique. Soupçonnant clairement la Russie derrière ces incursions, nous devrons attendre et voir. En attendant, la question évidente est pourquoi? Si la Russie envoie des drones dans l'espace aérien belge, quelle en serait la motivation? La réponse évidente semble être que Poutine continue d'essayer de tester l'OTAN. Cependant, d'autres raisons expliquent un petit pourquoi la Belgique serait ciblée par le président russe. Prenez par exemple certains commentaires étranges que Poutine a fait en mars 2024.
Ce mois-là, Poutine a fait une déclaration extraordinaire en affirmant que la Belgique doit son existence même à la Russie. Dans un discours prononcé lors du Festival mondial de la jeunesse à Sotchi, le dirigeant russe a déclaré que la Belgique était apparue sur la carte du monde en tant qu'État indépendant, en grande partie grâce à la Russie et à sa position. Il a fait cette remarque à un participant belge, rapporte le Brussels Times, qui a immédiatement réfuté cette affirmation. Lors de la révolution belge, la Russie appuyait les Pays-Bas qui voulaient réprimer les rebelles belges aspirant à leur pays. La vérité est à l'opposé de ce que dit Poutine. Ces propos auraient en surpris en Belgique, non pour leur fausseté, mais car ils rappelaient étrangement des déclarations de Poutine. Avant et après l'invasion de l'Ukraine, le dirigeant russe paraît déformer l'histoire pour justifier ses actes. Poutine a publié un essai affirmant que Russes et Ukrainiens ne formaient qu'un seul peuple, suggérant ainsi que tous les Ukrainiens seraient en réalité des Russes. Il a affirmé que les Ukrainiens, Russes et Biélorusses descendent d'un État plus vaste appelé l'ancienne Russe. Cela suffit à Poutine pour justifier une invasion. L'histoire de l'Ukraine, selon Poutine, est déformée, comme ses propos sur la Belgique. Cela ne veut pas dire que la Russie prépare une invasion de la Belgique comme en Ukraine, mais Poutine a presque voulu le faire croire. La Russie a créé la Belgique, sous-entendant que la Belgique devrait être reconnaissante et que la Russie pourrait défaire le pays tout comme elle l'aurait soi-disant créé. Outre ces griefs historiques, une autre raison aux incursions de drones russes en Belgique pourrait être plus simple. Vengeance après l'envoi de drones russes dans l'espace aérien polonais. En septembre, le ministère belge des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur russe Denis Gonchar. Lors de la réunion, la Belgique a accusé la Russie d'avoir délibérément violé l'espace aérien d'un membre de l'Union européenne selon TASS, ajoutant que la Russie semblait intensifier sa campagne contre l'Union européenne et l'OTAN. On peut imaginer la réaction de la Russie, dont la position officielle reste qu'elle n'est impliquée dans aucune incursion. La réaction rapide de la Belgique avec des accusations et condamnations a sans doute attiré l'attention de Poutine sur le pays. En supposant que ce n'était pas déjà prévu, Poutine surveillera aussi de près le rôle possible de la Belgique dans l'utilisation des avoirs russes gelés par l'Union européenne. Des discussions ont lieu entre les dirigeants de l'Union européenne sur un programme permettant d'emprunter 161 à 213 milliards de dollars sur les avoirs gelés. Soutenir l'Ukraine rendra Poutine furieux, mais la Belgique reste l'un des rares membres de l'Union européenne à résister. La Belgique a refusé de soutenir le prêt lors du dernier sommet de l'Union européenne. Et elle a exprimé des inquiétudes quant au fait que le Fonds monétaire international pourrait retirer son soutien au pays à moins qu'il n'accepte. Il semble que la Belgique s'inquiète de la légalité du prêt et de la perspective d'être poussée à suivre le reste de l'Union européenne quand elle n'est pas à l'aise. C'est parfait pour Poutine, il le sait. Euroclear, société belge, détient une part des fonds gelés. Donc la réticence belge profite à la Russie. Pourquoi alors la Russie commencerait-elle à envoyer des drones en Belgique? Peut-être parce que Poutine veut lancer une menace. Il veut peut-être montrer à la Belgique que ce sera désormais sa réalité si elle change d'avis. Position sur le prêt proposé par l'Union européenne à partir des avoirs gelés. Union européenne. Observer affirme que Euroclear a assigné des gardes du corps pour protéger les membres de son conseil exécutif contre les espions russes. Les drones survolant la Belgique pourraient être un autre moyen pour Poutine de faire pression sur une nation de l'Union européenne divisée. Sur les avoirs gelés, nous avons déjà mentionné les divisions. Ces drones pourraient permettre à Poutine de faire assez peur aux Belges pour qu'ils persistent à refuser de débloquer les avoirs gelés. Enfin, il y a la raison évidente des incursions de drones que nous avons déjà évoquées à plusieurs reprises dans la vidéo. La Russie tente davantage d'intimider l'OTAN que la Belgique. Si les incursions répétées dans l'espace aérien belge ne peuvent pas être une coïncidence à cause de leur nombre et de leur nature, les récentes incursions de drones dans les pays de l'OTAN achèvent de discréditer les affirmations russes de non-implication. Le 6 octobre, le Centre d'analyse des politiques européennes, ou Centre d'analyse des politiques européennes, a publié une liste couvrant toutes les violations de l'espace aérien que les drones et avions russes auraient commises. Depuis début septembre, la Pologne fait face à des drones militaires, la dernière vague ayant débuté le 9 septembre. Le SIPA rapporte que, le mois suivant, 38 nouveaux incidents de drones ont été signalés par les États membres de l'OTAN. Norvège, Danemark, États baltes et Belgique ont signalé des drones suspects, sans lien systématique avec la Russie. La Roumanie a dû faire face à une incursion de drones à la mi-septembre, et l'Estonie a peut-être été la plus touchée de toutes. 3 MiG-31 russes ont pénétré son espace aérien pendant 12 minutes le 19 septembre. La Russie utilise des tactiques d'intimidation flagrantes, et Poutine cible directement l'OTAN. Cependant,
Comme pour les violations les plus récentes de l'espace aérien belge, la Russie s'est empressée de semer la discorde, tout en affirmant que ces drones n'ont rien à voir avec aucune de ces violations. Presque au même moment où l'OTAN a fait cette déclaration mentionnée plus tôt. L'un des alliés de Poutine est revenu avec une réponse incendiaire et virulente, dans laquelle il a fustigé les Européens, pour avoir tellement peur des drones, alors qu'il affirmait qu'ils ne venaient pas du tout de la Russie. Cet allié était le porte-parole habituel de Poutine, Dmitri Medvedev. Newsweek affirme qu'il a donné 5 explications alternatives pour les drones, supposant que la Russie les appliquerait aussi aux récentes incursions en Belgique. L'Ukraine chercherait peut-être à provoquer ses alliés, ce qui paraît absurde, sauf si Medvedev suggère qu'elle envoie des drones en Europe pour que ses alliés accusent à tort la Russie. Sinon, il pourrait s'agir de cellules pro-russes actives dans l'Union européenne sans lien avec la Russie. Les nations de l'OTAN pourraient tester intentionnellement leur défense aérienne, ce qui n'a aucun sens, car elles ne se plaindraient pas des drones qu'elles lancent elles-mêmes. De vagues hooligans pourraient également être responsables. Enfin, la Russie, que Medvedev a voulu présenter comme la moins probable des 5. Vraiment, Medvedev s'est emporté, affirmant que les Européens bornés doivent eux-mêmes ressentir le danger de la guerre, qu'ils aient peur, et qu'ils tremblent comme des animaux stupides dans un troupeau qu'on mène à l'abattoir, qu'ils se souillent de peur en sentant qu'ils approchent d'une fin atroce. Voici la vraie raison pour laquelle la Russie envoie des drones dans l'espace aérien de l'OTAN. Elle tente d'intimider l'OTAN, la Belgique étant la dernière cible. Certains estiment que la Russie a déjà déclaré la guerre à une grande partie de l'Europe, voire à l'OTAN. Elle n'a pas officialisé cette déclaration. Le 6 novembre, la chaîne britannique Channel 4 News a rapporté que l'ancien chef de l'OTAN, Lord George Robertson, a exprimé des regrets concernant son mandat en tant que secrétaire général de l'OTAN. Lord Robertson a occupé ce poste entre 1999 et 2003 et il a dit « J'ai essentiellement fait confiance à Vladimir Poutine ». Avec le recul, je me demande souvent si nous n'aurions pas dû en faire plus à l'époque. Lord Robertson affirme clairement que la Russie est en guerre contre nous. Je n'ai aucun doute que même si nous ne sommes pas en guerre contre eux, ils nous ont clairement déclaré la guerre. Les États-Unis évoquent l'OTAN, et Lord Robertson précise que les drones russes participent à une guerre hybride. Les bombes et missiles ne volent peut-être pas, mais la Russie mène déjà un combat sans que l'OTAN y soit pleinement engagée. Les dernières incursions dans l'espace aérien belge ne sont que le dernier acte de guerre russe dans une campagne en cours. Dans le contexte de Lord Robertson, d'autres partagent aussi ce point de vue. Reuters indique que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié les incursions de drones de guerre hybride, visant à diviser l'Europe, l'Union européenne et l'OTAN. Ces incursions testent les défenses aériennes de l'OTAN, la Russie cherchant à mesurer la réaction à ces actions. D'autres pays de l'OTAN touchés par les drones russes réagissent déjà. American Broadcasting Company News rapporte que la Pologne et la Roumanie déploient toutes deux de nouveaux systèmes d'armes conçus pour lutter contre les drones russes. Les deux emploient le système anti-drone Merops américain. Transporté par un pick-up, le système peut identifier les drones et les cibler. Il utilise l'intelligence artificielle pour contrer le brouillage que ces drones pourraient employer pour éviter d'être neutralisés. Le Danemark, également visé par des drones russes, déploiera aussi Merops, selon American Broadcasting Company News. Quant à la Belgique, elle n'en est pas encore là. Nous attendons les résultats de la réunion de son Conseil national de sécurité. On peut seulement supposer comment le pays réagira aux actions de la Russie dans son espace aérien. La Belgique cédera-t-elle face à la Russie ou rejoindra-t-elle la Pologne, la Roumanie et le Danemark en installant des systèmes pour contrer ces intimidations? Nous le saurons bientôt. Le drone Shahed est l'une des armes majeures de la Russie. Depuis que la Russie a réussi à obtenir ses premiers lots d'Iran, puis a appris à fabriquer elle-même les Shaheds. Elle s'en sert pour frapper durement les villes et infrastructures ukrainiennes. Les Shaheds sont peu coûteux, simples à lancer, et avec la Russie occupant 19% de l'Ukraine, ils peuvent être tirés depuis le territoire ukrainien. Il fallait s'occuper de ces Shaheds. L'Ukraine vient de leur porter un coup fatal. Une base russe de première ligne stockant de nombreux drones Shahed a été détruite par une énorme explosion lors d'une frappe ukrainienne contre les Shaheds sur son sol. C'est ce qu'affirme le Kiev Post, qui a rapporté le 6 novembre que les forces de système sans pilote ukrainiennes ont réussi une frappe qui a touché une importante base utilisée pour stocker des drones russes, située à Donetsk. Cette région est celle où les combats en Ukraine sont les plus intenses, la Russie contrôlant environ 75% de l'oblast.
dans une avancée lente et pénible qui dure depuis aussi longtemps que la guerre en Ukraine fait rage. Poutine désire ardemment Donetsk et, la Russie occupant une grande partie de l'oblast, elle utilise ce territoire pour lancer de puissantes frappes de drones contre l'Ukraine. La destruction des drones à Donetsk était une priorité, l'Ukraine l'a réalisée. Robert Madiar-Brovdi, commandant des forces de système sans pilote, a été l'un des premiers à confirmer le succès de la dernière frappe ukrainienne. Il a donné quelques détails sur Telegram. Le développement de cette cible complexe a exigé plusieurs mois de travail minutieux d'assemblage. La nuit dernière, elle a été exécutée par les forces spéciales et les troupes de missiles. Le Kyiv Post précise que Brovdi a aussi déclaré que la base ciblée par l'Ukraine stockait, équipait et lançait des drones Shahid. Grâce à l'Ukraine, la base n'existe plus, ajoute-t-il. Et il y a des images que Brovdi affirme en être la preuve. Un clip de 17 secondes sur Telegram montre une énorme explosion suivie d'un bruit assourdissant. Cela suggère que l'Ukraine n'a pas utilisé uniquement ses drones pour cette attaque. Alors que des flammes et de la fumée montent, il est clair que l'Ukraine a frappé une cible explosive. Brovdi affirme qu'il s'agissait d'une installation de drones Shahed, mais le Kiev Post précise ne pas avoir pu vérifier les images. Peut-être que ce ne sera pas nécessaire. La taille de l'explosion pourrait suffire comme preuve. Une chaîne Telegram, dossier d'espion, a précisé comment l'Ukraine a mené cette frappe dévastatrice. Elle dit que l'Ukraine a utilisé drones et missiles de croisière lors de l'attaque, sans préciser lesquels. Vu l'ampleur de l'explosion dans la vidéo de Brovdi, il est plausible que le nouveau drone FP-2 ukrainien soit impliqué. Ce drone a été conçu pour permettre à l'Ukraine de frapper les positions russes loin derrière le front. Il possède une ogive de 230 livres très puissante. L'Ukraine a déjà mené plusieurs attaques avec ce nouveau drone la semaine dernière. Comme vous l'apprendrez si vous regardez notre vidéo qui explique comment l'Ukraine a utilisé le FP-2 pour détruire brutalement l'une des unités de drones d'élite de la Russie sur son propre territoire. Militani donne quelques détails supplémentaires, mais il ne révèle pas non plus quels drones et missiles l'Ukraine a utilisés. Il précise que les drones ukrainiens atteignent un taux de réussite de frappe de 90%. Cela prouve que les défenses aériennes russes sont absentes ou inefficaces dans des sites clés, incapables de contrer les nouvelles armes ukrainiennes frappant la Russie en profondeur. L'Ukraine a repéré une faille à la base de stockage de Shahid, et elle en a pleinement profité dans la nuit du 6 novembre. Et quand nous disons pleinement profiter, nous le pensons vraiment. La Russie a perdu trop de drones lors de l'attaque ukrainienne, selon ses rapports. United 24 Media affirme que l'entrepôt de stockage de drones détruit abritait pas moins de 1000 Shahid, ou, comme les Russes appellent leur version, des drones Garand 2. L'installation stockait environ 1500 ogives, probablement destinées aux drones russes, lancés contre l'Ukraine depuis Donetsk. C'est important, car la quantité de drones et d'ogives sur la base l'indique. La Russie se préparait à une attaque aérienne massive contre les villes ukrainiennes situées à portée de ses Shaheds depuis Donetsk. Ces frappes sont annulées. Il faudra peut-être des semaines à la Russie pour acheminer d'autres Shahed à Donetsk pour ses prochaines attaques. L'Ukraine a obtenu un répit avec son assaut nocturne de drones. L'incendie de la base de Shaheds illustre le trou creusé par l'Ukraine dans le portefeuille russe, selon son rapport sur la frappe. L'Express estime le coût total des Shaheds et ogives détruits à environ 60 millions de livres, sterling soit 788 millions de dollars. Plaçons ces chiffres en contexte. Dans un article, il a évalué l'efficacité des attaques de drones Shahed russes contre l'Ukraine. Le Centre d'études stratégiques et internationales, estime qu'un drone Shahed russe coûte environ 35 000 dollars à fabriquer. La Russie a profité de ce faible coût, en lançant 14 700 de ses drones contre l'Ukraine, entre le 28 septembre 2022 et le 28 décembre 2024, a ajouté le Centre d'études stratégiques et internationales. Malgré un taux de réussite sous 10%, le Centre d'études stratégiques et internationales indique que les Shaheds restent très rentables pour la Russie. Cependant, ils ne peuvent être rentables que s'ils parviennent à prendre leur envol, et c'est précisément ce que l'Ukraine vient d'empêcher. Détruire 1000 Shaheds russes à un coût unitaire de 35 000 dollars représente un total de 35 millions de dollars. Si les chiffres du Express sont corrects, cela signifierait que la Russie possède d'une manière ou d'une autre pour environ 75 millions de dollars d'ogives stockées dans la base. Il y a un problème, surtout si ces ogives devaient être montées sur les Shaheds. Ces ogives étaient peut-être destinées aux missiles russes, ce qui augmenterait nettement leur coût. Peut-être, mais ce n'est que spéculation. On ignore quelles ogives l'Ukraine aurait détruites. À prendre pour ce que ça vaut. Les Express ne prouvent pas ce chiffre.
D'autres sources indiquent aussi que les Shaheds pourraient coûter plus cher à produire que ce qu'affirme le Centre d'études stratégiques et internationales. Defense Express a indiqué en août que la Russie dépense environ 70 000 $ par Shahed. Cela doublerait le stock des 1000 Shaheds sur la base, mais l'Ukraine a frappé. L'Express évalue donc les 1500 ogives à plus de 70 millions de dollars. Même sans l'estimation de l'Express, une perte de 35 à 7 millions de dollars en une frappe nuira à la Russie. Il convient également de noter que ce chiffre ne tient pas compte des coûts liés au transport des Shahids vers l'installation de Donetsk que l'Ukraine vient de détruire. Il ne tient pas non plus compte des dépenses engagées par la Russie pour stocker et défendre cette installation. Il est possible qu'en ajoutant ces coûts de tangibles, la perte de 1000 Shahids à elle seule ait coûté à la Russie près de 10 millions de dollars. Le coût des ogives s'ajoute, telle une cerise sur un dimanche brûlant qu'Ukraine vient d'imposer à Poutine. Cependant, il y a une réserve. Les 1000 Shahids et 1500 ogives ne correspondent qu'au stock connu de la Russie sur sa base de Donetsk. Cela ne veut pas forcément dire que l'Ukraine les a tous détruits lors de la frappe de novembre. Bien que tous n'aient pas été détruits, l'Ukraine a probablement réduit les stocks de Shahids russes. Comment le savons-nous? L'état-major général ukrainien a indiqué sur Facebook que l'installation de Donetsk en Russie a subi plus d'explosions que celles dues aux seuls drones et missiles de croisière ukrainiens. Des explosions et de fortes détonations secondaires ont été signalées sur le site, selon l'état-major général. Cela a du sens. Une installation utilisée pour stocker des ogives sera naturellement sujette à de multiples explosions, en raison même de la nature de l'équipement qui y est entreposé. Les drones et missiles ukrainiens auraient déclenché une chaîne d'explosions. Cela a sans doute suffi à détruire tous les Shaheds et ogives russes. Une évaluation plus précise du succès de la frappe pourrait bientôt être disponible. Pour l'instant, une autre unité militaire ukrainienne a confirmé le succès de l'attaque de Donetsk. Le Kiev Post indique que les forces d'opération spéciales ukrainiennes, ont aussi réagi à la frappe. Le 5 novembre au soir, les forces d'opération spéciales ont frappé une base servant à stocker, équiper et lancer des drones Shahid à Donetsk, ville temporairement occupée. Le force d'opération spéciale a indiqué que l'infrastructure militaire ennemie se trouvait sur l'ancien aéroport international. C'est la deuxième mention de l'aéroport de Donetsk, soulignant une stratégie russe. En août, le Kiev indépendant rapportait que la Russie convertit de grandes zones de l'Ukraine occupées en bases militaires pour aggraver les souffrances ukrainiennes. Les aéroports commerciaux sont des cibles. Ils disposent de l'armée déjà de hangars, de pistes et de bâtiments pouvant servir d'entrepôts, même si ces derniers ne sont pas aux normes militaires renforcées. Le média cite l'aéroport international de Donetsk comme exemple clé. Selon le Kiev indépendant, l'aéroport était en réalité à l'abandon depuis plus de 10 ans. La Russie aurait dû fournir plus d'efforts pour rendre l'aérodrome utilisable comme base. Grâce aux images satellites de Planet Labs, le Kiev indépendant a pu confirmer une accumulation sur les fondations de l'ancien aéroport. Des mois avant la frappe ukrainienne, tout ce que la Russie avait bâti n'aidait pas. Selon Kiba Borochno, fondateur du projet ukrainien de renseignement open source, Vadim Lushko, cela n'est pas surprenant. On appelle cela une infrastructure de fortune. Des garages servant à stocker et lancer des drones kamikazes, Shahed. En plus des principales installations de lancement, ils installent aussi des leurres, de fausses positions et emplacements, a déclaré Lushko. L'expression de fortune révèle tout. La base visée par l'Ukraine n'était pas une vraie base militaire. Il se peut très bien qu'il ne s'agissait que d'un ensemble de hangars et d'entrepôts érigés à la hâte qui viennent simplement de partir en flammes. L'Ukraine ne s'intéresse pas aux bâtiments russes sur l'aéroport désaffecté de Donetsk. Ce qui l'intéresse, ce sont les 1000 Shaheds et 1500 ogives que la Russie ne pourra plus lancer sur l'Ukraine. Depuis Donetsk occupé, la nuit du 5 novembre fut terrible pour la Russie en Ukraine occupée. Si vous pensiez que l'Ukraine allait stopper après avoir détruit un grand dépôt de Shaheds, vous vous trompez. L'Ukraine n'a pas oublié les raffineries de pétrole contre lesquelles elle a lancé des frappes de drones répétées ces derniers mois. Le 6 novembre, elle a terminé la destruction des Shaheds de Donetsk en Russie, par une frappe sur une raffinerie. Cela va alimenter la crise pétrolière qui fait rage en Russie. C'est ce qu'affirme le Kiev Independent, qui rapporte que des explosions ont secoué le site de la raffinerie de pétrole de Volgograd en Russie, provoquant plusieurs incendies au passage. La raffinerie, l'une des plus grandes de Russie, peut raffiner 157 millions de tonnes, soit 56% du raffinage national. L'Ukraine n'a pas seulement privé la Russie de l'une de ses armes les plus vitales ces derniers jours, elle a également porté un nouveau coup à la capacité de la Russie à produire de l'essence, du diesel et du carburant d'aviation.
L'armée russe a besoin de continuer à mener la guerre de Poutine. D'après le Kiev indépendant, l'installation visée par l'Ukraine est située à environ 480 km du front. Et contrairement à la frappe de Donetsk, la Russie a en fait commenté celle-ci. Le gouverneur de Volgograd, Andrei Botarov, a déclaré qu'un civil de 48 ans est mort après la frappe ukrainienne sur la raffinerie. Cela n'a pas été confirmé de façon indépendante. Comme d'habitude, la Russie évite de mentionner la raffinerie incendiée. Les frappes ukrainiennes sur les raffineries affectent fortement la capacité de la Russie à combattre. Début octobre, certains médias rapportaient que l'Ukraine avait mis hors service 38% de la capacité de raffinage de la Russie. La fondation Carnegie indique qu'en août et septembre, l'Ukraine a attaqué 16 raffineries russes. Ces 16 raffineries ont une capacité annuelle de 123 millions de tonnes de pétrole. Cela équivaut à 38% du maximum russe de 327 millions de tonnes. Il y a une réserve. Le chiffre de 38% suppose que toutes les usines fonctionnent à pleine capacité et que les frappes de l'Ukraine ont suffi à les arrêter complètement. La fondation Carnegie estime que ces conditions n'ont peut-être pas été remplies, donc 38% pourraient être surestimés, mais cela importe peu. Les frappes constantes de l'Ukraine contre les raffineries ont tout de même suffi à porter un coup majeur à la production de carburant de la Russie. Ce coût est si important que de nombreuses régions russes sont désormais confrontées à des pénuries d'essence, entraînant des hausses de prix et des restrictions à la pompe. La fondation Jamestown rapporte une chute de près de 25% de la production d'essence russe en septembre. Et les frappes de drones de l'Ukraine en sont la raison. L'Ukraine a frappé plusieurs fois chaque raffinerie, compliquant les réparations pour la Russie déjà sous le poids des sanctions occidentales. Ainsi, l'Ukraine a porté un double coup à la Russie du 5 au 6 novembre. Avec sa frappe sur Donetsk occupée, l'Ukraine a détruit un grand nombre de drones que la Russie utilisait pour frapper les villes ukrainiennes. Elle a ensuite frappé une raffinerie, aggravant la misère du peuple russe et causant plus de dégâts à l'armée. Cela nous semble être quelques jours bien productifs. Mais le 5 novembre en particulier a été une journée cruciale pour l'Ukraine, car la Russie avait passé une grande partie de 2025 à intensifier ses frappes de Shahid. Le 4 novembre, Sky News a proposé un résumé de l'ampleur des attaques de drones russes contre l'Ukraine en 2025. Le principal chiffre est que la Russie a lancé en 10 mois de 2025 303% de drones Shahid et autres de plus contre l'Ukraine qu'en toute l'année. 2024. Cette hausse de 303% correspond à 44 000 drones Shahid et dérivés lancés contre l'Ukraine fin octobre. De plus, un plus grand nombre de ces drones atteignent également leur cible. L'Ukraine a détruit 64% des drones en 2025 contre 68% en 2024. Sky News ajoute que les Shahid ont tué au moins 494 civils entre janvier et septembre. Cela nous montre que la Russie n'utilise pas seulement ses drones pour frapper des cibles militaires. Elle terrorise délibérément les citoyens ukrainiens et semble plus qu'heureuse de tuer des personnes qui ne participent pas à la guerre. Le Kiev indépendant et RBC Ukraine notent que les Shahed russes sont de plus en plus dangereux. En mai, le premier a rapporté que les Shahed russes sont désormais capables de se déplacer à des vitesses comprises entre 380 et 400 km, soit environ 236 à 248 miles par heure. Ils disposent aussi d'ogives de 90 kg, soit 198 livres d'explosifs. En d'autres termes, la Russie travaille sur des améliorations. L'intensification des attaques de drones du pays contre l'Ukraine s'aggrave, car les drones de 2025 sont plus puissants que ceux lancés par la Russie en 2024. Fin octobre, RBC Ukraine a souligné le danger des nouveaux drones Shahed en relayant les propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Parfois, les Shahed sont plus dangereux que les missiles balistiques. Nous pouvons intercepter un missile là où un système Patriot est présent. Mais pour abattre autant de Shaheds à de telles altitudes, nous devons tout utiliser, a déclaré Zelensky. Il veut vraiment tout dire aussi. L'arsenal ukrainien contre les Shaheds russes comprend drones intercepteurs, hélicoptères, F-16 et défense aérienne au sol. Après une année 2025 déjà difficile, les derniers mois s'aggravent encore. Le 2 novembre, Newsweek a rapporté que la Russie avait lancé plus de 1500 drones contre l'Ukraine en l'espace d'une semaine. La raison est évidente pour ceux qui ont observé les tactiques russes en hiver durant la guerre. Poutine cherche à détruire un maximum d'infrastructures énergétiques en Ukraine. Encore une fois, il s'agit de causer autant de souffrance que possible aux civils ukrainiens.
La Russie espère priver beaucoup d'Ukrainiens d'électricité et de chauffage alors que l'hiver s'installe. Il y a de fortes chances que les 1000 Shaheds et les 1500 ogives à Donetsk aient l'air de faire partie de cette campagne hivernale. Donetsk occupé est idéal pour lancer des drones qui peuvent frapper presque toute cible en Ukraine. Le succès de l'attaque ukrainienne sur le dépôt de drones russes pourrait permettre à plusieurs villes d'échapper à la crise énergétique voulue par Poutine. Quelques jours de plus d'électricité et de chauffage changeraient beaucoup pour ceux qui n'ont plus à craindre les Shahids. L'Ukraine est en ruine. L'Ukraine est plus consciente que quiconque de la dangerosité des Shahids russes. La frappe du 5 novembre à Donetsk n'est que le dernier acte d'une campagne de plusieurs mois pour empêcher le lancement de nombreux drones dangereux. Selon le Kiev Post, l'Ukraine cible durement les bases de drones russes depuis juillet. Le 1er juillet, l'Ukraine a détruit 4 ateliers. Dans l'usine électromécanique Koupol à Ijevsk, cette usine produit des drones et des systèmes de défense aérienne, donc l'objectif de l'Ukraine était évident. En région de Moscou, l'Ukraine a frappé une usine de drones Shahed le 4 juillet. Environ un mois plus tard, elle a aussi frappé un entrepôt au Tatarstan fournissant des composants à la Russie pour fabriquer des Shahed. Le 15 août, l'Ukraine a frappé le port d'Olia, coulant un navire iranien transportant des pièces de drones destinées à la Russie. La frappe contre l'entrepôt à Donetsk n'était pas un cas isolé, c'était une partie d'une campagne. L'Ukraine ne se fait aucune illusion sur l'effet de son attaque. Aussi impressionnante que soit la frappe, elle sait que la Russie possède des milliers d'autres Shaheds dans des installations à travers la Russie et l'Ukraine occupée. Aussi important que la destruction des drones et le message envoyé par l'Ukraine à la Russie le 5 novembre. Elle peut désormais viser les installations de drones russes derrière les lignes de front. Tous les entrepôts utilisés par la Russie sont désormais menacés. Avec un peu de chance, l'Ukraine pourra frapper assez de ses cibles pour réduire l'impact des forces russes cet hiver. Elle n'aura pas le choix. Après tout, Poutine a montré à de nombreuses reprises qu'il se moque du nombre de civils ukrainiens tués par les drones Shahed russes. Le président russe Vladimir Poutine n'est plus la figure d'autorité forte et stable qu'il était autrefois. De plus en plus isolé, paranoïaque et complètement détaché de la réalité, le dirigeant de 73 ans sent que le vent tourne contre lui. Sa guerre en Ukraine est un échec total. L'économie de son pays s'effondre et ses anciens alliés lui ont tourné le dos. Le peuple russe, même ses anciens soutiens, devient de plus en plus en colère et mécontent face aux décisions imprudentes de son dirigeant. Des manifestations et des foyers de rébellion émergent partout dans le pays. Sentant son pouvoir lui échapper peu à peu, Poutine est désespéré de rejeter la faute de la situation chaotique de son pays partout où il le peut, purgeant de nombreux généraux, élites et responsables ces derniers mois. Désormais, il commence même à se retourner contre ses alliés les plus proches et les plus fidèles, faisant passer le message que personne n'est à l'abri, et plongeant le Kremlin dans le chaos par la même occasion. Poutine a toujours été connu comme un dirigeant impitoyable, un homme prêt à tout pour le pouvoir, quel qu'en soit le prix. Il s'est aussi bâti une réputation d'homme attaché à la loyauté. Il récompense et honore ceux qui lui restent des fidèles, et ne réserve sa colère furieuse qu'à ceux qu'il estime l'avoir trahi, insulté ou désobéi. Lorsqu'il a été élu président pour la première fois en 2000, il aurait organisé une réunion avec 21 des hommes les plus riches de Russie, les oligarques, comme on les surnommait dans le public. Dans les années 1990, tandis que le pays sombrait dans le chaos, ces hommes exploitaient toutes les opportunités, se livrant à la corruption, à des affaires douteuses et à des crimes pour s'enrichir et accéder à la haute société. En effet, ils contrôlaient une grande partie de l'économie du pays et exerçaient également une grande influence sur son système politique ainsi que sur la société dans son ensemble. Mais une fois que Poutine a mis les pieds au Kremlin, il les a tous réunis afin de leur faire savoir officiellement qui était vraiment aux commandes. Selon les rapports, Poutine aurait proposé un accord aux oligarques, un accord qui, à bien des égards, allait définir le reste de sa progression politique et l'avenir de la Fédération de Russie. Dès lors, il autoriserait les oligarques à garder leurs luxueuses demeures, jets privés et grandes entreprises, s'ils ne s'opposent pas à lui et acceptent de son autorité. Peut-être sentaient-ils qu'ils étaient en présence d'un homme qui ne plaisantait pas. Beaucoup d'oligarques ont accepté l'accord, et ils ont été récompensés pour leur loyauté. Leurs fortunes ont prospéré, leur pouvoir s'est renforcé, et ils ont mené des vies luxueuses. Ceux qui ont rompu l'accord, cependant, ont subi toute la colère du président. Mikhaïl Khodorkovsky, autrefois l'homme le plus riche de Russie,
a été arrêté en 2003 et condamné à 9 ans de prison en Sibérie pour fraude et évasion fiscale. De nombreux observateurs extérieurs ont jugé l'arrestation de Khodorkovsky politique, car il finançait des partis d'opposition. Vladimir Goussinski a également souffert aux mains de Poutine. Ancien chauffeur de taxi, il a vite montré son sens des affaires en saisissant de nouvelles opportunités. Après la dissolution de l'Union soviétique, il a lancé son propre journal et la première chaîne de télévision privée en Russie, NTV, qui diffusait une émission satirique de marionnettes critiquant le Kremlin. Et tandis que le prédécesseur de Poutine, Boris Yeltsin, tolérait l'émission, Poutine ne pouvait pas la supporter. En 2000, des agents armés ont perquisitionné NTV et arrêté Goussinski pour détournement de 10 millions de dollars. Il a finalement fui à l'étranger, en Espagne. D'autres oligarques, qui ont défié Poutine, ont été forcés à l'exil. Certains sont même morts dans des circonstances suspectes. À chaque fois, l'un d'eux avait un problème. Cela a contribué à asseoir le statut de Poutine en tant que dirigeant qui valorisait manifestement la loyauté mais abhorrait la désobéissance et la dissidence. Et n'hésiterait pas à punir ceux qui se mettaient en tas d'eau. Dans son autobiographie, le dirigeant russe a même proclamé « J'ai beaucoup d'amis, mais seules quelques personnes me sont vraiment proches. Ils ne sont jamais partis ni ne m'ont trahi. Et je ne les ai pas trahis. Pour moi, c'est l'essentiel. » Et cela dure depuis longtemps. Vladimir Poutine a peut-être écarté de nombreux responsables et élites qui l'ont contrarié d'une manière ou d'une autre, mais il est toujours resté fidèle au petit nombre de personnes qui ont prouvé leur loyauté et leur engagement envers la cause du Kremlin. Mais tout cela commence à changer, car il y a eu pas moins de 4 exemples récents de personnalités russes loyalistes qui ont été écartées ou punies par le Kremlin. Sergueï Markov était l'un d'entre eux. Politologue et journaliste, Markov a occupé de nombreux postes de haut niveau dans certaines des institutions éducatives les plus prestigieuses de Russie, comme l'Université d'État de Moscou. Il a également été, pendant un temps, l'un des conseillers les plus proches et des partisans les plus fervents de Poutine, qualifiant à plusieurs reprises le président russe comme l'un des grands hommes de l'histoire. Pendant des années, Markov a tout fait pour plaire aux dirigeants russes et a obtenu beaucoup de pouvoir grâce à sa loyauté. Il a été membre de la Chambre publique de Russie pendant plusieurs années et a été élu à la Douma d'État en 2007. Il a aussi été l'un des porte-paroles les plus fiables de Poutine lors des élections 2012. Il est souvent présenté dans les médias occidentaux comme expert pro-Kremlin, relayant la propagande de Poutine. Quand la guerre en Ukraine a débuté, Markov a repris la ligne officielle, répétant ce qu'il devait dire, suivant le récit de Poutine lui-même, et utilisant sa plateforme pour influencer l'opinion publique et rallier le soutien à l'invasion. Il a affirmé par exemple que la guerre n'était pas contre l'Ukraine, mais pour libérer l'Ukraine. Comme Poutine, Markov a évoqué des néo-nazis et terroristes contrôlant l'Ukraine, affirmant que l'opération militaire spéciale russe était une intervention humanitaire. Il a également dénoncé le rôle de l'Amérique dans le conflit, affirmant à Sky News en 2022 que la guerre n'était pas entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre entre la Russie et la marionnette des États-Unis occupant l'Ukraine. C'est la libération de l'Ukraine et une guerre par procuration des États-Unis contre la Russie. Nous estimons que le gouvernement ukrainien n'est pas indépendant et qu'il est entièrement contrôlé par la communauté de sécurité des États-Unis. Markov a été un fidèle serviteur de Poutine pendant des années. Cependant, le 22 août de cette année, il a été officiellement classé comme agent étranger par le ministère russe de la Justice. Cette étiquette est réservée à ceux que Moscou juge collaborer avec d'autres pays ou agir politiquement contre le Kremlin. D'innombrables journalistes, militants, célébrités et même de simples citoyens russes qui ne sont pas d'accord avec le régime actuel ou qui manifestent leur soutien à d'autres pays ont été considérés comme des agents étrangers et traités en pratique comme des criminels. Mais c'est l'une des rares occasions où un analyste politique aussi en vue, qui a passé toute sa carrière à soutenir Vladimir Poutine et le Kremlin, se voit affublé de la même étiquette. Cela serait dû au lien présumé de Markov avec les élites politiques de l'Azerbaïdjan. Récemment, les relations entre Moscou et Bakou sont au plus bas, mais Markov aurait continué à se rendre sur place et à voir des responsables azerbaïdjanais, allant même jusqu'à s'incliner et ramper aux pieds du président du pays, Ilham Aliyev, selon Alexandre Kotz, un correspondant de guerre autoproclamé. Naturellement, cela n'a pas plu à Poutine. Il exige une loyauté absolue,
et n'apprécie guère ceux qui manifestent une quelconque allégeance ou proximité avec les dirigeants d'autres pays, surtout ceux qui l'ont contrarié ou défié. Ainsi, Markov a été sanctionné et aura probablement du mal à retrouver son ancien statut. Après avoir tant investi pour le Kremlin, l'analyste a logiquement été stupéfait d'être appelé agent étranger. Il a d'abord affirmé qu'il devait s'agir d'une erreur ou d'une diffamation, avant de suggérer que les ennemis de la Russie étaient responsables, refusant complètement de croire que son proche allié, Vladimir Poutine, pourrait jamais faire une chose pareille contre lui. « Je ne suis pas un agent étranger et tout le monde le sait. Depuis 25 ans, je soutiens les politiques de Vladimir Poutine et reste sous sanctions canadiennes. Cette attaque contre moi était menée par les ennemis de la Russie et par les ennemis des politiques de Vladimir Poutine. Tôt ou tard, ces personnes se révéleront comme des traîtres ou seront écartés de leurs fonctions en tant que responsables corrompus. Des mois ont passé, mais Poutine n'est pas intervenu. Markov reste considéré comme agent étranger. Bien qu'il continue de commenter la guerre en Ukraine et d'autres questions internationales, il n'a plus l'influence et l'importance d'autrefois. Roman Aliokin, nationaliste russe pro-Poutine, n'aurait jamais imaginé figurer parmi les agents étrangers. Originaire de la région de Koursk en Russie, qui borde l'Ukraine, Aliokin a autrefois travaillé comme policier. Avant de se lancer dans les affaires, puis de trouver sa vocation dans les médias, il a racheté plusieurs médias de Koursk et s'est constitué une forte audience en ligne, avec plus de 150 000 abonnés sur Telegram. Après le début de l'invasion de l'Ukraine, en 2022, il a publié régulièrement sur le conflit et collecté des fonds pour ceux en première ligne. En novembre 2022, il a été nommé à la tête de l'organisation régionale de bénévoles appelée Nous sommes ensemble. À l'été 2024, il attira l'attention du Kremlin et devint conseiller du gouverneur régional de Koursk, Alexei Smirnov. Puis les choses n'ont commencé à mal tourner. D'abord, Smirnov a été arrêté pour avoir prétendument détourné 1 milliard de roubles destinés à la construction de fortifications à la frontière avec l'Ukraine. Aliokin a vite démissionné, après avoir été accusé d'avoir utilisé des dons pour acheter une voiture de luxe, au lieu de soutenir l'effort de guerre. En mars 2025, Aliokin a annoncé s'être engagé avec le bataillon des forces spéciales Ahmad pour une opération visant à reprendre des zones de la région de Koursk aux forces armées ukrainiennes, après leur incursion et prise de plusieurs villes russes. En 2024, il a vanté ses exploits héroïques sur le champ de bataille, puis a vite annoncé la fin de son contrat militaire. Ensuite, Aliokin a attiré l'attention avec une vidéo virale sur les réseaux sociaux russes où il parle ouvertement d'escroquerie de blanchiment d'argent. Le ministère de l'Intérieur russe a ouvert une enquête officielle et, en septembre, Aliokin a été déclaré agent étranger. Tout comme Markov, il a réagi avec choc et incrédulité à la nouvelle, se rendant sur Telegram pour partager son point de vue. Dans un long message, Aliokin a soutenu qu'il n'avait jamais reçu de financement d'aucun pays étranger, et que la simple idée d'être qualifié d'agent étranger était absurde. Il a ajouté qu'il avait été sanctionné par le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Il n'avait jamais cherché qu'à apporter son soutien aux troupes russes, sur la ligne de front, et ne trahirait jamais sa patrie ni le peuple russe. Cependant, cela n'a pas permis de retirer son nom de la liste des agents étrangers. Désormais, ils doivent obligatoirement se déclarer agents étrangers à chaque publication en ligne. Ils font également face à des restrictions financières écrasantes et risquent d'être évités par d'autres groupes et personnalités qui ne souhaitent pas être associés à la même étiquette. Même si Aliokin était coupable de corruption, cela n'aurait pas eu grande importance. Par le passé, Poutine et le reste de ses acolytes du Kremlin ont notoirement fermé les yeux sur des actes de corruption et d'autres crimes, à condition que les auteurs fassent preuve d'un niveau de loyauté suffisant. Autrefois, Aliokin aurait été récompensé pour de telles actions, honoré par des postes de plus en plus importants, et autorisé à mener une vie luxueuse et confortable, tout en jouant le rôle que le Kremlin voulait qu'il joue. Au lieu de cela, lui, comme de nombreux autres, a été coupé et mis de côté. Un châtiment encore plus grave a frappé Tatiana Montian, avocate, journaliste et blogueuse pro-russe d'origine ukrainienne, née à Kertch, sur la péninsule de Crimée. Montian a étudié le droit à l'université d'État de Moscou, puis s'est installée à Kiev, où elle est devenue de plus en plus active dans des affaires politiques très médiatisées. Elle s'est opposée aux manifestations de l'Euromaïdan en 2013 et a soutenu des personnalités controversées, comme le blogueur pro-russe Ruslan Kotsuba et la militante néo-nazie Vita Zavaruka. Avant la guerre,
Montian aurait quitté l'Ukraine pour la Russie, devenant ensuite une figure familière à la télévision et en ligne, soutenant l'invasion de son pays et la mort de ses compatriotes. Peu importait la propagande pro-Poutine qu'elle diffusait ou ses apparitions sur la chaîne Russia Today du Kremlin. Parce que le 27 octobre, Montian a été considérée non seulement comme une agente étrangère, mais aussi comme une terroriste et une extrémiste aux yeux du gouvernement russe. C'est l'une des étiquettes les plus strictes du Kremlin, généralement réservée à ses ennemis jugés les plus dangereux. Le Kremlin n'a pas précisé pourquoi Montian a été classée aussi sévèrement, bien qu'elle ait été examinée pour le détournement de fonds collectés pour les forces en première ligne. Montian a également parlé de ce qu'elle a qualifié de crimes de guerre et de désordre total sur le front. Cela a peut-être suffi à irriter les responsables du Kremlin au point d'agir contre elle. Comme Aliokin, ce type d'incident n'aurait tout simplement pas eu lieu il y a quelques années. Lorsque la guerre a commencé, par exemple, Poutine et les responsables du Kremlin étaient sans aucun doute ravis de voir quelqu'un comme Montian de leur côté, une propagandiste pro-guerre née en Ukraine, qu'ils utilisaient pour justifier leur invasion. Normalement, elle aurait dû pouvoir s'attendre à une vie de confort et de sécurité à Moscou, gravissant les échelons du pouvoir. Peut-être même recevoir sa propre émission télévisée ou un poste d'animatrice sur une grande chaîne d'information, tout en bénéficiant du soutien et de l'appui du président lui-même. Au lieu de cela, elle est maintenant au centre d'une affaire criminelle majeure. Ses comptes bancaires ont été gelés, et elle est sous surveillance totale de l'État, avec un avenir incertain. Le quatrième fidèle de Poutine à voir récemment son statut chuter soudainement et fortement est le plus célèbre et influent. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Lavrov a été un acteur majeur dans la guerre jusqu'à présent, et c'est un homme qui a consacré toute sa vie à servir sa patrie. Il a commencé sa carrière politique dans les années 1980 comme directeur adjoint, puis directeur du département des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, avant d'occuper des postes plus élevés. Après avoir été représentant permanent de la Russie à l'Organisation des Nations Unies, Lavrov devient en 2004 ministre des Affaires étrangères, poste qu'il occupe toujours. Il n'a pas encore été inscrit sur une quelconque liste d'agents étrangers, ni qualifié de terroriste ou quoi que ce soit d'aussi dramatique, du moins pour l'instant. Mais des rumeurs et rapports suggèrent que son influence au Kremlin se détériore fortement. Il était notamment absent à une réunion du Conseil de sécurité russe, le 5 novembre par exemple. De plus, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a annoncé que Lavrov avait été remplacé en tant que chef de la délégation russe pour le prochain sommet du J20. Peskov a précisé que c'est Poutine lui-même qui avait pris cette décision, suggérant clairement une sorte de rupture entre le président et l'un des membres les plus anciens de son gouvernement. Les journalistes estiment que le déclin de Lavrov découle des récentes négociations ratées avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le 20 octobre, les deux hommes ont parlé au téléphone, Rubio cherchant à organiser une rencontre entre Poutine et Donald Trump. Même si l'appel semblait bien s'être déroulé, les États-Unis ont vite annulé une rencontre prévue entre Lavrov et Rubio, puis celle entre Poutine et Trump. Il semble que les responsables du Kremlin tiennent Lavrov pour responsable de cette rupture spectaculaire dans les relations entre la Russie et les États-Unis. Et l'homme, dont la position semblait autrefois totalement inébranlable, fait maintenant face au risque bien réel d'isolement politique, voire même d'être démis du poste qu'il occupe depuis 2004. Pris seul, ces cas isolés n'ont peut-être pas beaucoup de sens. Mais, avec d'autres incidents mineurs touchant blogueurs pro-Poutine, généraux, élites et responsables, tous écartés ou arrêtés ces dernières semaines et ces derniers mois, il est clair que quelque chose a changé au sein du Kremlin. Poutine ne respecte ni n'honore plus ceux qui lui ont été loyaux, allant jusqu'à punir ses plus proches alliés, à la seconde même où ils sortent du rang. La politologue russe Ekaterina Shulman pense que ce n'est que la prochaine étape logique dans l'évolution répressive du Kremlin. Elle déclare : « Ils ont d'abord ciblé les voix anti-guerre. Désormais, il n'en reste plus et la répression est inarrêtable. » Elle s'attend également à ce qu'il y ait plus d'arrestations, de sanctions et d'agents étrangers, qui apparaîtront dans les semaines et les mois à venir, ajoutant : « L'appareil répressif russe doit remplir ses quotas. La machine doit continuer à s'alimenter elle-même. » En somme, Poutine a déclenché quelque chose qu'il ne peut plus stopper. Insatisfait de seulement emprisonner et éliminer ses ennemis politiques, il cible désormais aussi ses alliés. Plus cela dure, plus ce sera chaotique. Alors que même les ministres du gouvernement, les oligarques loyalistes
Et les propagandistes de longue date commencent à regarder par-dessus leur épaule, se demandant si leur nom sera le prochain sur la liste noire apparemment sans fin du président. Et cela pourrait s'avérer fatal pour Poutine à long terme, car la liste de ceux qui lui restent fidèles ne cesse de diminuer, le laissant totalement dépourvu d'alliés au moment où il en a le plus besoin. Découvrez comment certains proches alliés de Poutine commencent à s'éloigner de lui dans cette vidéo, qui montre comment les régimes fantoches du Kremlin coupent peu à peu leurs liens avec Moscou. Regardez cette vidéo pour voir comment un responsable russe a récemment prédit une possible guerre civile en Russie dans un avenir proche. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également, afin de rester informé et à jour sur toutes les dernières actualités militaires de Russie, d'Ukraine et d'ailleurs dans le monde.